Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et soyez les bienvenus dans la deuxième heure d'Europe 1 Soir avec nos invités. Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Stéphanie. Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Stéphanie. On est également avec Bernard Lecomte, journaliste spécialiste du Vatican, auteur de France Vatican, 2 siècles de guerre secrète aux éditions Perrin. Bonsoir Bernard Lecomte. Bonsoir. Alors, beaucoup de choses se jouent au Vatican, Bernard Lecomte. On suit, j'ose pas parler de feuilleton bien évidemment, mais quand même, ce conclave intrigue beaucoup de monde. Il aura lieu entre 15 à 20 jours, mais ce matin, la première congrégation générale a eu lieu avec les premiers cardinaux qui affluent du monde entier, et beaucoup de choses, Bernard Lecomte, se jouent lors de ces réunions. Expliquez-nous. Oui, parce que pendant ces réunions qu'on appelle des congrégations générales, les cardinaux arrivent de leur lointain diocèse et découvrent un petit peu leurs petits camarades, parce que les cardinaux ne se connaissent pas bien entre eux, à part les rares qui ont travaillé à la curie à Rome et qui ont donc vu leur père ou qui ont vu les autres dicastères, comme on dit, les autres ministères de la curie. Mais à part cela, les cardinaux arrivent, ils sont en demande de connaître les autres nommés et les autres cardinaux du conclave. C'est très important parce que c'est pendant ces congrégations générales, alors que c'est pas pompeux, qu'on se parle librement, que ça peut même se terminer parfois dans les trattorias du vieux quartier du Borgo. C'est sympa, on fait connaissance dans des langues italiennes, espagnoles, un petit peu tout. Et c'est là qu'on découvre les personnalités. C'est comme ça que Jean-Paul II avait été choisi en son temps. Et oui. C'est parce que les cardinaux allemands, les cardinaux américains avaient été prévenus par le cardinal autrichien König, tiens, il y a un Polonais là qui serait pas mal, etc. C'est comme ça aussi que Bergoglio est devenu pape François. C'est pendant ces réunions qu'un jour il a pris la parole et tout le monde a dit bon sang, ce qu'il a dit est formidable et voilà, peut-être notre candidat. Donc ces réunions très informelles, parce que le conclave, lui, est très formel. Oui, très formel, bien sûr. Mais là, vraiment, on fait connaissance et on découvre en effet tel ou tel cardinal qui pourrait peut-être être un candidat. Voilà. Bernard Lecomte, pardonnez-moi la naïveté de mes questions, mais c'est vrai qu'on se pose pas tant que ça, justement, ces interrogations. Comment ça se passe finalement ? Est-ce qu'on peut parler d'une campagne comme des hommes politiques ? Est-ce qu'il y a des systèmes d'alliance ? Est-ce que chacun y va de son programme ? Il y a les gens de gauche, de droite, enfin bref, comment ça se trame tout cela ? Alors, officiellement, non, il n'y a pas de campagne, oui, bien sûr, il n'y a pas de candidat. Ce qui m'intéresse, c'est l'officieux. Voilà. Et en réalité, bien sûr qu'il y a des manips, bien sûr qu'il y a des gens qui parlent et qui se disent, dis donc, si on était tous d'accord pour dire ceci ou pour pousser un tel, ça serait pas mal. Ça s'est toujours passé dans les conclaves. Maintenant, il faut prendre garde à ne pas transformer le conclave en une réunion du bureau du Parti radical socialiste. On n'est pas dans la petite politique, là. On n'est pas dans le petit jeu des gens de droite, des gens de gauche. Non, il y a quand même un enjeu qui dépasse très largement ça, qui est l'unité de l'Église. Oui. Ça fait 2000 ans que cette Église résiste à toutes les divisions, les schismes, les chicayas, les vrais conflits, les tensions. Et cette Église continue parce qu'il y a un moment, et c'est au conclave que ça se passe, où tout le monde est d'accord pour dire « Attention, il y a d'abord un souci, c'est celui de l'unité de l'Église. Il faut éviter à tout prix que l'Église se divise entre conservateurs et progressistes, entre ceci et cela. » C'est là où je dis, pardon pour mon petit sourire, mais c'est vrai que l'Église, c'est pas un parti politique, quoi. Il faut pas confondre. Et pourtant, Bernard Lecomte, c'est le chef d'un État, le Vatican, et surtout, moi j'entendais un prêtre ce matin qui nous expliquait quand même que la géopolitique, les rapports de force qui se trament dans le monde sont extrêmement importants, et vous allez peut-être me dire si vous êtes d'accord avec ça, et c'est ça qui se jouait aussi au conclave. On sait les polarités entre les différents
différents pays aujourd'hui, entre le Sud, le Nord. Comment peut-on maintenir cette unité de l'Église dans ce contexte de polarité, justement ? C'est la grande difficulté, mais c'est justement le grand enjeu, parce que justement le monde n'est plus ce qu'il a été. On n'est plus au temps de la guerre froide, où c'était assez simple, c'était bipolaire, c'était clair et net. Aujourd'hui, tous ces cardinaux qui viennent de tous les pays, qui construisent une église complètement mondialiste. L'église n'est plus du tout européenne aujourd'hui. Elle est complètement mondialisée, et ils ont à cœur de garder l'unité de cette église. C'est la chose la plus difficile s'ils veulent avoir, en effet, un impact demain dans ce monde de plus en plus difficile, déchiré et violent. Ils ont impérativement besoin d'être d'accord sur un minimum et puis d'élire quelqu'un qui, parmi eux, saura maintenir cette unité pour l'avenir. Avant de donner la parole à nos chroniqueurs qui veulent aussi échanger avec vous, vous parliez d'impact. Est-ce que le pape a une vraie influence encore aujourd'hui dans le monde ? Bien entendu. Vous savez, le pape est quand même le chef d'une église qui est la plus grande et la plus ancienne institution du monde. 2000 ans d'histoire, 1,4 milliard de fidèles. Prenez un exemple très simple, très court. Quand le pape François a sorti son encyclique qui s'appelle Laudato Si sur l'écologie, il a été lu, disséqué, discuté, apprécié, compris par 1,4 milliard de gens. C'est vous dire l'impact du pape dans ces cas-là. Le pape a fait progresser l'écologie dans le monde en quelques semaines par la publication de ce texte, qui est d'ailleurs absolument passionnant. Et voilà l'impact d'un pape. Et on a toujours dit d'ailleurs qu'il avait vraiment, oui, fait avancer l'écologie. Et puis les écolos, pas forcément cathos, l'ont dit aussi. C'est ça l'impact d'un pape. Alors évidemment, ça peut aller dans un sens, dans un autre, etc. Je prends l'exemple de l'écologie parce que je crois qu'il restera, et ce fameux texte Laudato Si restera comme un immense progrès en matière d'écologie dans le monde. Jean-Michel Salvatore. Ouais, je vais revenir sur les coulisses du conclave. Bon, dans la presse française, il y a des listes qui circulent, des listes de favoris. Alors on dit peut-être Monseigneur Parolin qui est le numéro 2 aujourd'hui du Vatican. On parle aussi d'un Italien qui pourrait être l'archevêque de Bologne, qui pourrait devenir pape. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces listes ? Est-ce que ce sont des listes qui sont sérieuses ? Est-ce qu'il y a véritablement des favoris ou des personnalités possibles ? Ou est-ce que pour l'instant tout est très prématuré ? Non, ces listes sont sérieuses parce que les personnalités que vous citez sont des gens sérieux. Et en effet, c'est tout à fait naturel que l'on désigne déjà, tiens, celui-là, il est assez connu, tiens, celui-là, il a une réputation ainsi, comme ça, et puis voilà. Alors, soyons clairs aussi, hein, les Espagnols poussent un peu les Espagnols, les Français, les Italiens, ça existe aussi, ça. Mais, soyons clairs, dans tous les conclaves modernes, à part 2 exceptions, on s'est toujours trompé. Et toujours. Oui. C'est-à-dire que entre des papabili plus ou moins capés, plus ou moins aimés, plus ou moins notoires, à un moment, le conclave, attention, entre ces deux-là, on risque de créer un schisme ou une faille dans l'Église, et c'est un 3e homme qui apparaît. Ça s'est passé presque tout le temps. Et comment on explique ça, justement ? C'est la volonté de ne surtout pas diviser l'Église. Vous savez, il y a toujours eu un cardinal très connu, très conservateur, qui rassemblait les voix des conservateurs, et puis un autre en face qui rassemblait plutôt les voix des progressistes ou des modernes. Et puis là, d'un seul coup, à chaque fois, on se dit, attention, il ne faut pas que le pape soit le pape de la moitié de l'Église. Il est absolument essentiel qu'il soit le pape des 2 parties. Et c'est comme ça qu'on a élu Jean-Paul II, c'est comme ça qu'on a élu le pape François. Ce sont des gens qui n'étaient pas destinés au départ à être élus, ils n'étaient pas papabili au départ, et ils le sont devenus justement parce que on a compris que ceux-là, même s'ils sont
un peu conservateurs ou un peu progressistes, ils sauront maintenir l'unité de l'Église. Et on sait en voyant le pontificat du pape François que c'est effectivement la chose la plus difficile à réaliser aujourd'hui. Gilles Boutin. Oui, Bernard Lecomte, bonsoir. Vous parlez d'unité, pour autant, qu'en est-il des courants ? Est-ce qu'il y a un courant majoritaire aujourd'hui parmi les cardinaux, sachant que je crois que 75% d'entre eux ont été nommés par François. Alors, est-ce à dire que tous partagent son positionnement dit progressiste ? Est-ce que tous partagent, par exemple, son choix d'autoriser la bénédiction des couples homosexuels, qui lui a été beaucoup reproché par toute une partie également de l'Église et notamment du côté de l'Afrique. Donc, est-ce que cela signifie que ce sera quelqu'un émanant de son camp, entre guillemets, qui a toutes les chances de devenir pape à l'issue du conclave, ou bien faut-il se préparer à une surprise, voire à un pape qui serait sur un courant inverse et qui voudrait rééquilibrer les choses en sens inverse ? Vous savez, à chaque fois qu'un pape est resté au moins 10-12 ans, on s'est retrouvé évidemment au conclave suivant avec une grande majorité de cardinaux nommés par lui. C'est un simple problème de nombre d'années. Lors du conclave qui a suivi la mort de Jean-Paul II, 98% des cardinaux avaient été nommés par Jean-Paul II. Et pourtant, ça n'étaient pas tous des disciples de Jean-Paul II. Ça se retrouve à chaque fois qu'un pape est resté assez longtemps. Et en réalité, cette équation ne marche pas. On le sait pour un certain nombre de conclaves anciens. Je pense à un conclave très célèbre qui a été un grand tournant, le conclave de 1903, où tous les disciples de Léon XIII, pape très progressiste à l'époque, se sont dit on va continuer. Et puis finalement, le conclave a élu Pie X, qui était le pape le plus réactionnaire du XXe siècle. Mais ça s'est passé aussi avec Benoît XVI, puisque Benoît XVI, il a constitué quand même tout un collège de cardinaux qui ont voté pour le pape François, qui pour le coup était vraiment pas sur la ligne de Benoît XVI. Donc finalement, ce sont les électeurs de Benoît XVI qui ont élu quelqu'un qui était de la mouvance opposée à Benoît XVI. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, soyons prudents, parce que l'histoire nous apprend qu'en effet, encore une fois, un conclave, c'est pas un congrès de partis politiques, c'est plus compliqué que ça. Il y a des enjeux qui se recoupent, et puis des clivages entre les papes du Sud, les papes latino-américains, les asiatiques, les africains, les européens. Il y a beaucoup de clivages compliqués aujourd'hui, et de plus en plus compliqués parce que l'Église est de plus en plus mondialisée, qui interdisent d'avoir des pronostics sérieux. Bernard Lecomte, merci. Je crois que malheureusement on doit vous libérer, manifestement. Donc merci de nous avoir éclairés. On avait encore plein de questions à vous poser, mais enfin quelque chose me dit qu'on risque de se retrouver dans la semaine, avec peut-être. Merci vous à vous et restez avec nous, chers auditeurs. On va poursuivre cette conversation évidemment sur la mort du pape François et ce qui va suivre évidemment avec son possible successeur. Les grands